Je savais que quelque chose n'allait pas chez elle le jour où elle est venue à l'entretien. Tout dans son attitude me semblait étrange. Elle portait de vieilles lunettes à monture rétro et affichait une expression sévère, mais elle a tout de même réussi à nous impressionner par son professionnalisme. Elle a dit qu'elle s'appelait Gisèle. Je lui ai montré les chambres des enfants, une par une, bien qu'elle ne semblait pas très intéressée. Même sa façon de marcher était étrange. Elle penchait le torse vers l'avant, mettant en avant son ventre. Je lui ai montré où étaient rangés les articles de toilette, mais elle semblait plus intéressée par la télévision dans le salon. « Gisèle, Gisèle, lui ai-je dit. « Oui ? As-tu entendu ce que je viens de dire ? Désolé, je me suis distraite. S'il te plaît, concentre-toi. » Bientôt, Gisèle est devenue une présence régulière dans la maison. Mon fils de 5 ans et ma fille de 2 ans étaient des enfants timides, ils ne posaient jamais de problème. Gisèle était gentille avec eux, bien qu'elle interagissait à peine. Elle se concentrait toujours sur son travail. C'est la seule raison pour laquelle nous avons continué avec elle comme nounou, mais bientôt les choses ont commencé à changer. Un jour, je suis entré dans la chambre de mon fils et je l'ai vu retenir son souffle pendant que Gisèle pliait ses vêtements et disait « Ne triche pas, tu sais que tu as fait une erreur. » J'ai ouvert la porte en grand et j'ai demandé « Que se passe-t-il ici ?» Le visage de mon fils devenait rouge. J'ai couru vers lui et j'ai crié « Arrête !» Mon fils a expiré profondément. Je me suis tourné vers Gisèle. Pourquoi retenait-il son souffle ? Rien, madame. Quoi ? Gisèle, est-ce ça que tu apprends à mes enfants ? Mon mari est entré dans la chambre en m'entendant et je lui ai expliqué tout. Nous avons tous deux averti Gisèle qu'elle ne devait pas punir nos enfants. Tout problème devait d'abord nous être communiqué pour que nous décidions quoi faire. Gisèle ne semblait clairement pas très contente de cela. J'étais tellement en colère que je voulais la renvoyer, mais je n'ai pas pu le faire à cause de mon mari. Je l'ai évité et réduit son salaire en raison de son comportement envers mon fils. Chaque jour, après le travail, Gisèle me demandait la permission de rentrer chez elle. Un jour, j'étais occupé à faire les impôts. Il était environ 7 heures du soir et mes enfants n'étaient pas encore au lit parce qu'ils voulaient jouer un peu plus, alors je les ai laissés faire. Gisèle m'a demandé « Puis-je rentrer chez moi maintenant ? Reste jusqu'à ce qu'ils se couchent, d'accord ?» Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement regardé d'une façon très troublante, a esquissé un sourire et est partie en silence. Le temps est passé, j'ai couché mes enfants et j'ai dîné avec mon mari avant d'aller au lit comme d'habitude. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé, ayant soif. Je suis descendu sans me donner la peine d'allumer la lumière, car la pâle lumière de la lune qui entrait par la fenêtre suffisait pour me guider. Je versais de l'eau dans un verre lorsque j'ai senti une respiration profonde sur mon épaule. Je me suis retourné et j'ai vu une paire d'yeux brillants derrière moi. La propriétaire de ces yeux s'est approchée et j'ai vu que c'était Gisèle. « Puis-je rentrer chez moi maintenant, madame ? Vous m'avez demandé de rester. » « Mon Dieu, Gisèle. »« Oui, tu peux rentrer chez toi. » J'ai réveillé mon mari, qui l'a raccompagné chez elle en voiture. Un autre jour, j'ai emmené mes enfants au parc pour un petit pique-nique. Gisèle poussait la poussette avec ma fille, tandis que mon fils courait devant en pointant un arbre. Nous nous sommes assis à son ombre et mes enfants jouaient devant moi pendant que je prenais un peu de jus. Gisèle était dans un coin quand j'ai remarqué qu'elle regardait une femme. Son expression a changé, elle est devenue nerveuse et la femme a également commencé à s'approcher d'elle. La femme l'a prise dans ses bras et lui a dit « Comment vas-tu maintenant ?»« Eh, bien. Que fais-tu ici ?»« On m'a transféré à l'hôpital ici. En tout cas, prends soin de toi. » Elle est partie en riant et j'étais confuse. « Gisèle, comment connais-tu cette femme ? » J'ai eu un accident l'année dernière. Elle était infirmière à l'hôpital Harrington. Elle a très bien pris soin de moi. Je ne pouvais pas croire ses paroles. La femme avait dit des choses similaires qui semblaient avoir du sens, mais au fond de moi, je doutais de tout. C'était un samedi soir et mon mari et moi étions sortis dîner avec des amis. Gisèle était plus silencieuse que jamais depuis l'incident au parc. J'ai embrassé mes enfants pour leur dire au revoir et nous sommes partis en voiture. Sur le chemin du retour, j'ai appelé l'hôpital où elle avait soi-disant été internée et ils m'ont donné une nouvelle choquante. Gisèle était bien patiente là-bas, mais elle n'avait jamais eu d'accident. Elle avait été dans l'aile psychiatrique pendant 3 ans. Je savais qu'elle était folle. Je savais que quelque chose n'allait pas dans sa tête. Mon mari n'a jamais conduit aussi vite de sa vie qu'il l'a fait ce jour-là pour rentrer à la maison. Quand nous sommes arrivés, la maison était plongée dans l'obscurité totale. Toutes les lumières étaient éteintes. Nous avons couru en criant « Gisèle, Gisèle !» mais tout était silencieux.
Nous sommes montés à l'étage et j'ai commencé à entendre un bruit de coups. Je suis entré dans la chambre de ma fille, mais elle n'était pas dans son lit. La porte de la salle de bain était ouverte, avec la lumière allumée, et ce bruit de coups en provenait. Avec le corps tremblant et le cœur battant, j'ai passé la tête dans la salle de bain et j'ai vu Gisèle assise par terre, dos tourné vers moi, un couteau à la main, couvert de sang, poignardant quelque chose à plusieurs reprises. Soudain, en prenant conscience de ma présence, elle s'est retournée et j'ai vu un sourire diabolique sur son visage. Son large rictus me montrait ce qu'elle avait perdu. Une fois, j'ai accepté un travail de babysitter pour la nuit d'Halloween. C'était pour un couple appelé Tillman, qui avait une fille de 7 ans nommée Pamela. Lorsque je suis arrivé chez eux, monsieur et madame Tillman étaient déjà prêts à sortir. Madame Tillman m'a emmené à la cuisine et m'a montré le congélateur. Il y a beaucoup de nourriture. Mangez ce que vous voulez et il y a un peu d'argent en plus sur le bureau de la cuisine si vous voulez commander une pizza. Pam est déjà au lit, donc vous n'aurez pas à vous inquiéter, dit-elle en se dépêchant vers la porte. Je serai à seulement 3 maisons de là. Vous avez aussi mon numéro. Passez une bonne soirée. Je l'ai regardé s'éloigner en voiture, j'ai fermé la porte et j'ai saisi le code de sécurité pour verrouiller la maison. La maison était immense, et avec les décorations d'Halloween, il était effrayant d'être la seule éveillée. Je me suis dirigé vers la cuisine et, par la grande fenêtre, j'ai vu des enfants courir dehors. J'ai ouvert le congélateur et sorti une canette de ginger ale. Je suis retourné dans le salon et j'ai allumé la télévision pour regarder un film d'horreur lorsque j'ai remarqué la porte entrouverte de la chambre de madame Tillman. J'ai failli faire une crise cardiaque. Je pouvais voir 2 sphères brillantes comme des flammes dans l'obscurité. J'étais sur le point de crier, mais un éclair a illuminé la figure d'un clown dans la chambre de madame Tillman. J'ai expiré, je me suis levé et je suis allé vers la chambre. Un orage s'annonçait. J'entendais le grondement des nuages sombres. Mes mains cherchaient l'interrupteur près de la porte et j'ai allumé les lumières. Que diable! C'était une statue d'un bouffon, un clown professionnel qui avait l'habitude de se produire à la cour. C'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Il avait une tête pointue de façon étrange, des yeux aiguisés et grands. Son costume avait l'air amusant, mais son sourire n'avait rien de drôle. Il y avait quelque chose de très mauvais dans son sourire. J'ai remarqué le chapeau à grelots qui était tombé à côté de la statue. Il avait dû tomber de sa tête. Je l'ai ramassé et l'ai remis sur son crâne chauve. J'ai regardé de près ses yeux qui semblaient regarder derrière moi sans vraiment faire de contact visuel. Soudain, la sonnette m'a effrayé. Qui cela pouvait-il être à cette heure-ci? J'ai ouvert la porte et je n'ai vu personne sur le perron. La pluie commençait à tomber lentement et les rues étaient désertes. Tout le monde était déjà rentré chez soi. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai vu personne. Pensant que c'était une blague, je suis rentré, j'ai fermé la porte à clé, et soudain, j'ai remarqué la chambre à l'étage. La porte était grande ouverte, c'était la chambre de Pamela, la fille de 7 ans des Tillman. Je suis entré sur la pointe des pieds, et j'ai regardé à l'intérieur. Pam n'était pas dans son lit, ce qui m'a rapidement donné des frissons. « Pam, Pam, ce n'est pas drôle, tu te caches ici ?» dis-je. « Bouh !» apparut-elle soudainement. « Oh, tu m'as fait peur !» lui dis-je avec un sourire, et je l'ai raccompagnée jusqu'à son lit. Je suis redescendu, oubliant d'éteindre la lumière dans la chambre de madame Tillman. Quand je suis retourné le faire, j'ai de nouveau remarqué la statue du clown. Elle me mettait très mal à l'aise, alors j'ai pris un drap et recouvert la statue effrayante. Ensuite, j'ai éteint la lumière et fermé la porte. Je regardais de nouveau la télévision lorsque madame Tillman m'a appelé. « Bonjour, je me demandais si tu pouvais rester 2 heures de plus. Mon mari te ramènera à la maison quand nous reviendrons. Je te paierai un peu plus. » « Bien sûr, pas de problème, lui ai-je répondu. « Ah, et madame Tillman, j'espère que cela ne vous dérange pas, mais j'ai recouvert la statue de clown dans votre chambre. Elle me donnait des frissons. »« Quelle statue? Nous n'avons pas de statue de clown, ma chère. Mon téléphone a glissé et est tombé par terre. J'ai entendu le bruit de l'appareil se brisant en morceaux, mais je ne pouvais pas bouger. Mes jambes semblaient paralysées et mon corps tremblait de peur. Lentement, je me suis tourné vers la porte de la chambre de madame Tillman. Elle était très proche, et la tempête grondait dehors. Mon cœur battait à toute vitesse car il n'y avait aucun moyen que je me sois trompé sur la statue du clown. J'ai ouvert la porte et allumé la lumière.
Ce que j'ai vu m'a donné un nœud à l'estomac. Il n'y avait aucune statue dans la chambre, seulement le drap en boule sur le sol. « Tu me cherchais, Jessica ?» En suivant cette voix glaçante, je me suis retourné vers l'armoire à ma droite, et il était là, debout dans le placard. Je pouvais distinguer sa silhouette sombre et ses yeux brillants, mais son déguisement avait quelque chose de nouveau, une batte de baseball. « Oh mon Dieu !» ai-je pensé, j'ai été tout ce temps près d'un psychopathe déguisé en clown pour Halloween. J'ai couru vers la porte et entendu ses lourds pas derrière moi. Je me suis retourné et l'ai vu s'approcher, riant et balançant sa batte. J'ai tenté de courir et de crier en montant les escaliers, mais il m'a attrapé par les pieds et m'a tiré vers le bas. Mon corps frottait contre les escaliers en bois dur, tandis que ce psychopathe me traînait. Allongé au sol, je l'ai vu lever sa batte de baseball avec un large sourire. Toute ma vie a défilé devant mes yeux. « On se voit en enfer, Jess. » J'ai entendu la voix de Madame Tillman et ses coups forts à la porte. « Jess! Jess !» criait-elle comme une petite fille. Je pensais que ce serait ma fin, mais il ne m'a pas frappé. Au lieu de cela, il m'a regardé avec une expression de haine et a dit « Ça suffit pour aujourd'hui, je suppose. Joyeux Halloween !» Puis il a couru vers la cuisine et j'ai entendu le bruit de la fenêtre se brisant alors qu'il s'échappait. J'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé le lendemain à l'hôpital. Les Tillman ont informé la police et sont venus à l'hôpital également. Je leur ai raconté tout ce que j'avais vécu. Cela fait 3 jours maintenant, et il n'y a toujours aucune information sur cet homme qui s'est infiltré dans la maison déguisé en clown. La police a reçu des rapports de 3 cambriolages et d'un meurtre cette même nuit. Était-ce lui dans tous ces cas, ou y avait-il d'autres comme lui? Je ne le sais pas. Je suis juste reconnaissante que la petite fille n'ait pas croisé ce monstre, car elle en serait restée traumatisée à vie. Il y avait une fille que je gardais quand j'étais au lycée et qu'elle était en primaire. Elle s'appelait Rachel. Elle était l'aînée de 3 sœurs et, à presque tous égards, elle était parfaite. Ses petites sœurs suivaient toujours son exemple, ce qui rendait la garde de cette famille le travail le plus facile que j'ai jamais eu. En plus, elle était très belle, et je savais qu'elle aurait un avenir brillant, et qu'elle serait aimée de tous ceux qui la connaîtraient. Honnêtement, je ressentais un peu de jalousie à ce sujet, mais j'étais quand même triste quand elle a grandi et a été capable de s'occuper d'elle-même et de ses sœurs cadettes. Après, je suis parti à l'université et, pendant plusieurs années, je n'ai plus revu Rachel ni sa famille. Lors de ma 3e année en psychologie, j'ai enfin eu une raison de la contacter et de voir comment elle allait. Je faisais une étude sur les effets de la méditation et j'avais besoin de quelques participants. Comme je pouvais utiliser n'importe qui pour l'étude, j'ai décidé que la première personne à qui je voulais demander de l'aide était Rachel. Elle était parfaite. « Salut, c'est Rachel ? C'est Caroline. »« Oh mon Dieu, Caroline, ça fait tellement longtemps, comment vas-tu ?»« Je vais bien, très occupée avec l'université. Tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi tu m'as manqué. J'ai eu quelques problèmes avec le lycée, c'était mieux quand tu étais là pour m'aider avec les devoirs. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à m'appeler ? Eh bien, j'ai peut-être une opportunité pour toi de gagner un peu d'argent. J'ai juste besoin de te poser quelques questions et de te demander de garder cela secret. Combien d'argent ? 100 $. 100 $, marché conclu. Génial, tu peux me voir demain ? Bien sûr, je serai à la gare de Richmond vers 5h30 après l'école. J'étais excité de revoir Rachel le plus tôt possible. Je n'avais pas de hâte à terminer l'étude, je voulais juste la revoir. Je m'assurais d'arriver avant elle. Quand j'ai vu Rachel, mon cœur s'est emballé. Elle était encore plus incroyable que dans mes souvenirs, mais le mieux, c'était qu'au lieu d'être chez ses parents avec ses sœurs, je pouvais l'emmener pour la première fois dans mon appartement, juste nous deux. Nous avons discuté dans le train en direction de chez moi et avons tellement parlé que j'ai oublié de mentionner l'étude que je menais. En descendant du train et en marchant vers mon appartement, nous sommes passés devant une pizzeria. Nous avions un peu faim, alors nous avons décidé d'entrer pour commander une pizza. Ensuite, j'ai aussi acheté un pack de bière. Rachel était un peu réticente à boire, mais je l'ai assurée que ce ne serait pas un problème. « Je ne suis pas sûr d'avoir l'âge pour ça, Caroline. »« Oh, ne t'inquiète pas. Je ne suis plus ta baby-sitter. Ça ne fait pas de mal de se détendre un peu. » Bon, si tu le dis. Quand nous sommes arrivés dans mon appartement, nous avons passé quelques heures à manger de la pizza, boire des bières et rire, en nous remémorant le bon vieux temps. Nous passions vraiment le meilleur des moments.
Puis, tout d'un coup, je me suis rappelé que j'étais censé faire l'étude avec Rachel. Oh mince, j'avais complètement oublié. Désolé, j'aurais dû te le rappeler. Ne t'inquiète pas, on peut toujours le faire. Laisse-moi préparer la chambre. L'étude consistait à enregistrer la différence d'humeur d'une personne avant et après une session de méditation de 15 minutes. Il y avait plus de détails, mais après tant d'années, je m'en souviens à peine. J'ai commencé par un court questionnaire, puis j'ai allumé quelques bougies et éteint les lumières. J'ai guidé Rachel à travers une pratique simple de méditation. Contrôler sa respiration, laisser partir ses pensées et prendre conscience de son corps et de son environnement. Cependant, après quelques minutes, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Après avoir réussi à amener Rachel dans un état de relaxation, je devais la laisser un moment, puis revenir pour lui poser les mêmes questions qu'au début. Mais elle semblait à peine réagir, comme si elle pouvait à peine m'entendre ou se rappeler que j'étais là. Elle n'ouvrait pas les yeux, et lorsqu'elle tentait de répondre, ses mots étaient si traînants que je ne pouvais pas comprendre un seul mot. Puis, soudainement, elle s'est effondrée sur le lit et s'est évanouie. « Rachel, ça va ?» lui ai-je demandé. La situation n'a fait qu'empirer à partir de là. Elle a commencé à trembler comme si elle faisait une sorte de convulsion, de la mousse sortait de sa bouche. « Oh mon Dieu, Rachel, réveille-toi !» J'ai essayé de la secouer, mais c'était inutile, comme si elle était possédée. « Rachel, s'il te plaît, es-tu là ?» lui ai-je répété, désespéré. Mais elle ne répondait pas, seulement le silence. Parfait, mon plan fonctionnait. Un tas de nourriture grasse, un peu d'alcool, de la méditation pour la détendre, et une bonne dose de somnifères écrasés et saupoudrés sur ses tranches de pizza pendant qu'elle ne regardait pas, avaient réussi à la rendre totalement catatonique et vulnérable. Elle était maintenant complètement sans défense. J'ai attrapé le cordon de téléphone de ma table de chevet, je l'ai enroulé autour du cou de Rachel et j'ai serré de toutes mes forces. Mais d'une manière ou d'une autre, Rachel s'est réveillée. Elle était plus forte que je ne le pensais, mais j'ai toujours été plus grande qu'elle. En 1999, une jeune Australienne appelée Rachel Barber a pris une décision qui lui coûterait la vie. Son ex-babysitter de confiance, Caroline Robertson, lui a proposé une manière apparemment facile et inoffensive de gagner un peu d'argent. Ce que Rachel ne savait pas, c'est que Caroline était jalouse de son apparence et de son talent naturel depuis longtemps, et qu'elle prévoyait de littéralement la remplacer et devenir elle. Pour cela, Caroline a conçu un plan pour attirer Rachel dans un piège qui ferait croire que l'adolescente s'était enfuie de chez elle et avait disparu. Mais en réalité, Caroline avait prévu de s'assurer que Rachel ne serait plus jamais vue vivante. Ensuite, Caroline prévoyait de perdre 23 kilos, de se faire une chirurgie du nez et même de changer son nom pour celui de Rachel Barber. Cependant, après une semaine de recherche de leur fille disparue, Caroline Robertson a été liée à la disparition et placée en détention. Elle a mis des mois avant d'admettre enfin la vérité sur ce qu'elle avait fait. Caroline Robertson a été condamnée à 20 ans de prison, mais a été libérée 5 ans plus tôt, en 2015. C'était à la fin des années 90, et je venais de terminer l'école. J'avais besoin d'argent en plus parce que je voulais quitter l'endroit où j'étais. La seule façon de le faire était de gagner assez d'argent et de quitter la ville. J'avais déjà économisé assez pour acheter une voiture et maintenant, il ne me restait plus qu'à gagner un peu plus pour pouvoir déménager dans un autre état. Pour cela, j'ai dû faire toutes sortes de petits boulots. Mais un que je n'avais absolument pas envie de faire, c'était de garder des enfants. J'ai toujours eu une sorte de non catégorique pour ce genre de travail. Garder des enfants était l'un des métiers que je n'avais jamais voulu faire. J'étais bien conscient que ce ne serait pas pour moi. Je travaillais pour atteindre mon objectif, mais en aucun cas, je ne voulais être babysitter. Je n'avais tout simplement pas l'attitude qu'il fallait pour ce travail, et je n'étais pas très à l'aise avec les enfants, ce qui pourrait expliquer pourquoi je n'aimais pas ce genre de travail. J'étais prêt à quitter l'État une bonne fois pour toutes, mais j'avais encore besoin de faire quelques travaux supplémentaires pour gagner cet argent supplémentaire. Je n'avais rien de concret, et je commençais à désespérer de partir d'ici. Soudain, un ami m'a parlé d'une opportunité qui venait de surgir, et il m'a dit que ça payait bien, exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, et il m'a expliqué. C'est un riche qui quitte le pays avec sa nouvelle femme mannequin, mais il a une fille d'environ 16 ans, et il cherche une nounou pour elle. J'ai pensé que tu pourrais convenir. Tu as 21 ans et tu es responsable. Il ne trouvera pas de babysitter comme toi.
Je l'ai regardé et lui ai répondu « Pourquoi aurait-il besoin d'une nounou pour une fille de 16 ans? Elle peut se débrouiller seule, ça ne m'intéresse pas. » Alors mon ami a continué. « Le boulot paie 1000 $ pour une semaine. C'est une grosse somme d'argent. Tu pourrais faire ce boulot et ensuite quitter cet endroit pour de bon. Sinon, ça te prendra des semaines, voire des mois, pour réunir la somme nécessaire. » Il avait raison, et je savais que je devais accepter le travail si je voulais accélérer le processus de quitter l'État. Alors j'ai décidé, par souci de pragmatisme, d'accepter le travail et de le réaliser. J'ai pris rendez-vous pour l'entretien et je m'y suis rendu. Ce n'était pas une maison de riche ordinaire, c'était une maison extra riche. Tout là-bas était fait de matériaux de qualité dont j'ignorais même l'existence. Tout était impeccable et la sécurité était encore plus stricte que dans les banques. Puis, l'homme est apparu, marchant avec un cigare à la main et sa femme mannequin à son côté, et il m'a dit « Je sais que tu te demandes pourquoi j'engagerais un baby-sitter pour une fille de 16 ans. Tu vois, elle est déjà grande, mais elle n'a pas d'amis. Et pendant que je passe ma lune de miel, j'ai pensé qu'il serait bon pour elle d'avoir une sorte d'ami. Tu as l'air convenable, mais si tu lui fais du mal, ta famille sera morte avant toi. » J'ai regardé l'homme avec détermination et j'ai accepté le travail. Son nom était Émilie, je l'ai rencontrée et même elle trouvait étrange d'avoir une baby-sitter. Alors je lui ai dit « Pense à moi comme un ami » ou quelque chose comme ça. Bientôt, nous nous entendions bien et nous avons passé la semaine ensemble. Nous parlions sans cesse, et quand la semaine touchait à sa fin, elle m'a avoué qu'elle m'aimait bien. Je lui ai dit qu'elle me plaisait aussi, et je lui ai promis que je l'attendrais jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans. Nous étions sur le point de nous embrasser quand nous avons entendu des coups de feu. C'étaient les gardes, qui tombaient morts, et il n'y avait rien que je puisse faire pour éviter les balles. J'ai pris Émilie et je l'ai cachée dans les placards de la cuisine tout en essayant de faire face aux hommes en criant « Je suis juste le baby-sitter, je suis juste le baby-sitter ». L'un des hommes a crié « Arrêtez, ce n'est qu'un gamin ». Puis l'homme le plus grand est sorti et a dit « Dis-lui que nous avons fini de faire affaire avec lui. S'il interfère, il mourra, ainsi que sa famille. » Il s'est avéré que le travail du père d'Émilie n'était pas exactement légal. C'est à ce moment-là, alors que je tenais sa main après le départ des hommes, que je lui ai demandé « Veux-tu t'enfuir avec moi ?» Elle a répondu « Oui. Depuis, nous sommes ensemble, cherchant nos propres aventures. » Le père d'Émilie a essayé de nous poursuivre, mais cela ne s'est pas bien passé pour lui. J'ai fait quelques amis au fil des ans qui n'ont pas beaucoup d'estime pour le père d'Émilie, alors de ce côté-là, nous sommes tranquilles. Nous voyageons comme des nomades et vivons notre vie, une aventure à la fois. Nous sommes en 2010, et nous n'avons toujours pas perdu notre sens de l'aventure, et nous ne le perdrons jamais. Pendant longtemps, à l'adolescence, je gagnais quelques dollars par semaine en faisant du babysitting. Cela m'amusait toujours de voir le nombre de légendes urbaines entourant ce travail. Le tueur en série qui traque l'adolescente imprudente, l'appel qui vient de l'intérieur de la maison, pratiquement tous les films d'Halloween présentent le babysitting comme un job pour ceux qui ont un désir de mort, alors qu'en réalité, la seule chose qui peut vraiment te tuer, c'est l'ennui. Bien sûr, parfois on doit s'occuper d'un enfant capricieux qui rend la nuit un peu plus compliquée, mais si on a la chance de garder un enfant tranquille, on passe la soirée assis sur le canapé à regarder de fastidieux programmes télévisés par câble, en comptant les minutes jusqu'au retour des parents. Cela dit, il y a une famille pour laquelle j'ai travaillé qui m'a laissé une expérience franchement terrifiante, une expérience qui a fait que je n'ai jamais voulu garder leurs enfants à nouveau. Cela ne s'est produit qu'une seule fois. Mais parfois, une seule fois suffit. Je suis arrivé dans cette immense maison, à quelques pâtés de maison de celle de mes parents, vers 6h30 un vendredi soir. Les parents de l'enfant semblaient incroyablement charmants, et l'enfant était l'un des petits les plus adorables que j'avais eu la chance de garder. Nous avons passé en revue une brève liste de règles, ce qu'il pouvait et ne pouvait pas manger, combien j'allais être payé, combien de temps il serait absent, et ce genre de choses. Ensuite, les parents sont partis pour la fête élégante à laquelle ils allaient assister. Tout allait bien pendant un moment. L'enfant ne voulait pas manger ses carottes, mais quand j'ai fait semblant qu'elles étaient délicieuses et que j'en ai pris moi-même, il a tout de suite souri et a pratiquement dévoré le bol de houmous que nous partagions. Après le repas, je lui ai donné un bain, je l'ai bordé dans son lit, et voilà. Honnêtement, c'était l'un des jobs les plus faciles que j'avais eus, jusqu'à ce que la nuit tombe. Une fois que l'enfant était endormi, je suis descendu pour commander une pizza avec l'argent laissé par les parents.
Comme je l'ai dit, ils étaient très gentils quand je les ai rencontrés, et ce n'est pas souvent qu'un travail inclut de la nourriture gratuite. La pizza est arrivée assez vite, et j'ai même donné un bon pourboire au livreur pour le remercier de sa rapidité. Je comptais la monnaie quand il a soudainement tourné la tête sur le côté, comme s'il regardait vers les buissons à côté de la maison. Je lui ai demandé si tout allait bien, me penchant pour voir ce qu'il regardait, mais il n'y avait rien, juste des buissons sombres. Il m'a dit quelque chose comme « Oui, je suis juste fatigué, mon esprit me joue des tours ». Il a ri d'un air gêné, puis est retourné à sa voiture en me remerciant encore pour le pourboire. Je n'y ai pas prêté attention. C'était probablement juste un chat ou quelque chose du genre, n'est-ce pas? Je suis retourné à l'intérieur, j'ai mangé, et je me suis retrouvé sur le canapé à regarder TLC. Il y avait de grandes fenêtres panoramiques dans la salle de télévision et j'avais fermé les rideaux pour que le reflet ne gêne pas la télé, bien que je ne les avais pas fermés complètement, laissant une petite ouverture par laquelle on pouvait voir la cour sombre. À un moment donné, mes yeux se sont fixés sur cette petite ouverture et je jurerais avoir vu une silhouette sombre là où on voyait auparavant les lumières de la rue. Je me suis redressé et j'ai fixé mon regard, me demandant si mon esprit me jouait des tours. Mais quand cette silhouette s'est déplacée, j'ai su que ce n'était pas mon imagination. J'avais regardé quelqu'un ou quelque chose qui, en retour, m'observait à travers les immenses fenêtres. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir peur. J'étais resté très calme toute la soirée, mais maintenant une sensation paranoïaque m'envahissait, celle d'être observé, par quelqu'un qui n'avait probablement pas les meilleures intentions. Je me suis mis à parcourir la maison, m'assurant que toutes les portes et fenêtres étaient fermées par précaution et j'ai gardé le téléphone sans fil tout près, au cas où j'aurais besoin d'appeler la police. J'étais sûr d'avoir vu quelqu'un, mais j'ai pensé que, si la police arrivait, l'intrus partirait sans revenir. J'ai donc décidé de ne l'appeler qu'en cas d'absolue nécessité, pour ne pas gaspiller le temps de la police sans certitude. Je suppose que j'essaie d'expliquer pourquoi je n'ai pas appelé le 911 immédiatement. Certaines de mes amies m'ont dit qu'elles auraient appelé dès cet instant, mais je n'étais pas complètement certaine de ce que j'avais vu. Ce n'était pas comme si je voyais Michael Myers me menaçant avec un couteau. La vie n'est pas toujours aussi claire. Bref, après avoir sécurisé toutes les fenêtres et portes, j'ai mis le téléphone dans la poche avant de mon sweatshirt et j'ai même placé une batte de baseball près du canapé pour être armé d'une certaine façon. À ce moment-là, je me sentais relativement en sécurité. Si un rôdeur pensait profiter d'une baby-sitter adolescente, il aurait une mauvaise surprise en voyant la batte et en entendant que la police était en route. Je me suis donc allongé sur le canapé, mais naturellement, je ne pouvais pas me détendre. J'ai rouvert les rideaux pour pouvoir voir si quelqu'un traînait dans la cour avant, jetant de temps en temps un coup d'œil aux fenêtres tout en regardant le drame du moment sur TLC. Rien ne s'est passé pendant un moment, et j'ai commencé à penser que tout cela n'était que dans ma tête. C'est alors que j'ai décidé d'aller dans la cuisine pour chercher un verre d'eau. Pendant que j'étais là, j'ai ressenti cette sensation intense d'être observé. Je me suis retourné et j'ai vu cette même silhouette sombre à la fenêtre de la cuisine. Cette fois, j'ai réagi immédiatement. J'ai composé le 911 sur le téléphone, disant à l'opérateur que j'avais besoin de la police à mon adresse au plus vite, qu'il y avait une tentative d'intrusion en cours. Honnêtement, je ne sais pas si c'était l'adrénaline ou simplement que j'en avais marre des pervers qui pensent qu'ils peuvent s'en tirer, mais j'ai foncé vers la porte arrière, criant que la police arrivait, et j'ai attrapé la batte de baseball dans le salon pour lui faire face. Ce qui s'est passé ensuite était franchement incroyable. Alors que je courais vers le type avec la batte à la main, prête à lui fracasser le crâne là même dans la cour, je l'ai reconnu immédiatement. C'était un visage que j'avais déjà vu auparavant, et il n'y a pas si longtemps. C'était le père de l'enfant. Pour résumer, le père de l'enfant que je gardais avait décidé, pour une raison quelconque, qu'il devait voir quel genre de baby-sitter j'étais. Apparemment, il avait emmené sa femme à la fête et était revenu en disant qu'il avait oublié quelque chose, puis était resté à m'espionner pendant environ 1 ou 2 heures pour voir si son argent était bien investi. Évidemment, comme aucun crime n'avait été commis, il n'y avait personne à accuser. Le père m'a présenté des excuses sincères et m'a même offert le double de la rémunération pour terminer la nuit, mais j'ai refusé. Aucune somme d'argent n'aurait pu me convaincre de rester, et il va sans dire que j'ai été très sélective avec les familles pour lesquelles j'ai travaillé comme baby-sitter après cela.
Tout le monde connaît la malédiction de la Llorona, mais seuls quelques-uns connaissent la malédiction de Dahlia, celle qui a hanté les habitants du Kentucky pendant des générations et leur a fait détester Pâques plus que tout. Tout a commencé en 1905 dans la campagne du Kentucky, lorsque Dahlia, une femme locale, a invité tout le monde à son déjeuner de Pâques. Dahlia était une femme de la communauté qui vivait seule. Son mari était mort à la guerre et ses enfants étaient décédés de la fièvre des foins. Désormais, elle était complètement seule et très active dans la communauté, aidant tous ceux qu'elle pouvait. Elle trouvait son bonheur dans la joie de tous les autres enfants de la communauté. Cependant, un jour, tout autour d'elle a changé pour le pire. Un matin de Pâques, Dahlia a invité tous les enfants de sa communauté à une chasse aux œufs de Pâques et leur a même préparé tous leurs plats et friandises préférés. Après la chasse aux œufs, elle a appelé tous les enfants à déjeuner. Les parents des enfants connaissaient bien Dahlia et lui faisaient confiance, alors ils lui ont confié leurs enfants. La communauté comptait un peu plus de 20 enfants, tous aimés et chéris par Dahlia. Chaque enfant avait quelque chose qu'il aimait sur la table, préparé spécialement pour lui ou elle. Ils ont commencé à manger, et tout se passait très bien. L'après-midi était prête, et la fête de Pâques était terminée. Tous ont remercié Dahlia et sont retournés chez eux. Même les parents ont remercié Dahlia de s'être si bien occupée de leurs enfants. Tout le village s'est endormi cette nuit de Pâques. Vers 1 heure du matin, un silence inquiétant régnait sur le village. Pas une seule feuille ne craquait dans ce silence. Mais ce sont les cris déchirants dans la maison des Maxwell qui ont brisé ce silence. C'était leur fils Théodore. Le sang coulait abondamment de sa bouche et il s'est étouffé avec. Les voisins sont venus aider quand une autre maison du quartier s'est aussi éveillée aux pleurs de parents. Et c'est ainsi que tout a commencé. Tout le village s'est empli de sons de lamentation. Ce fut l'une des pires choses que l'on pouvait voir à ce moment-là. Le quartier était en état d'urgence et de désespoir, car un par un, tous les enfants du quartier mouraient. À 5 heures du matin, tout le village était devenu un immense cimetière. Chaque enfant de la communauté était mort, certains dans leur sommeil et d'autres en essayant de rejoindre leurs parents. Le soleil du matin apportait chaos et obscurité. Chaque enfant qui avait assisté à la fête de Pâques de Dahlia était mort, tous avec du sang coulant de leur bouche. Pleins de fureur, ils sont allés affronter Dahlia, envahissant sa maison pour lui dire ce qui s'était passé. Dahlia était dévastée en apprenant la nouvelle. Elle a supplié de n'avoir commis aucun crime, mais les gens du village n'étaient pas disposés à écouter sa version. Ils l'ont accusée d'avoir empoisonné la nourriture des enfants. La communauté était remplie de colère et de rage et lui a averti des conséquences que ses actions entraîneraient. Un grand enterrement a été organisé pour tous les enfants. Ce fut probablement l'un des jours les plus tristes que le village ait connu. Aucune preuve n'a été trouvée contre Dahlia, et les restes de la nourriture ont été analysés pour détecter un poison. Aucun poison n'a été trouvé dans aucun de ses plats, et elle a été innocentée par la police. Cependant, Dahlia est devenue une paria, dévastée par ce qui s'était passé. La communauté a cessé de lui parler, et bientôt, des rumeurs ont commencé à courir, disant qu'elle était une sorcière. Les gens ont commencé à l'associer à des cultes sataniques, qui étaient communs en ces années. Certains disaient même qu'elle était liée aux sorcières brûlées lors des procès de Salem. Ainsi a commencé la longue rumeur selon laquelle Dahlia était une sorcière. Avec le temps, les gens ont commencé à la harceler et, en raison de l'exclusion sociale totale, Dahlia est devenue de plus en plus renfermée, mais restait profondément traumatisée par tout cela. Arrivé le premier anniversaire de la mort des enfants, et le matin de Pâques, le vieux village s'est réuni et a décidé de conspirer contre Dahlia pour la faire payer pour ce qu'elle était censée avoir fait. La nuit de Pâques, tout le village s'est rassemblé autour de la maison de Dahlia. Ils avaient décidé de mettre fin à ces supposées pratiques de sorcellerie. 4 hommes ont fait irruption dans sa maison, l'ont réveillé et l'ont traîné dehors par les cheveux jusqu'à son porche. Toute la communauté était maintenant rassemblée dans le jardin de devant. Sans hésiter, 4 autres hommes sont arrivés avec une croix et, sans attendre, ils ont commencé à la crucifier dessus. Ils ont planté des clous dans ses poignets pendant que Dahlia pleurait et suppliait qu'on la laisse partir. Mais tous étaient furieux. Chaque père et chaque mère des enfants décédés étaient là, observant avec enthousiasme, criant « Crucifiez la sorcière, crucifiez la sorcière !» Maintenant, Dahlia était crucifiée et se trouvait là, sur le porche de sa maison, pendant qu'un des pères déversait de l'essence sur elle. Alors que tout le monde se rassemblait pour entendre sa confession, une des mères lui dit « Confesse-toi seulement, et peut-être que nous te laisserons partir. »
Mais Dahlia ne pleurait plus. Il n'y avait pas de douleur plus grande que celle de la trahison et du manque de confiance, une douleur qu'elle avait déjà ressentie. Elle les regarda tous et sourit. « Vous me crucifiez, m'accusant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je n'ai pas tué ces enfants, je les aimais. Et lorsque je serai devant le Seigneur, vous verrez tous que mes intentions sont des plus pures. Quand vous le comprendrez, vous vous souviendrez de tout le bien et de l'aide que je vous ai apporté, et alors la malédiction s'abattra sur vous. » Le père, enragé, mit le feu à la maison, et Dahlia fut brûlée là, sur place, avec la maison. Aucun cri ne se fit entendre. La maison fut consumée par le feu, tout comme Dahlia, et il ne resta que des cendres et des débris, un triste souvenir de trahison. 2 ans plus tard, les rapports d'autopsie d'un des enfants ont conclu que la source du poison était dans les bonbons, et que les bonbons correspondaient à ceux d'un vendeur local. C'était lui qui avait empoisonné les friandises. Un témoin a confirmé que le propriétaire du magasin local avait acheté des bonbons pour tout le monde à Pâques et, après avoir été interrogé, il a avoué l'avoir fait. C'est alors que la communauté s'est rendue compte qu'elle avait accusé et puni la seule personne qui avait pris soin de ses enfants et les avait aimés. La douleur de leur perte s'est transformée en remords et tout ce qu'ils ressentaient était culpabilité et tristesse. L'année suivante, à Pâques, lorsque le village se remémora les horribles événements, quelque chose d'anormal commença à se produire. Un des pères qui avait incendié Dahlia se pendit, et dans les 4 jours qui suivirent, les 4 hommes qui l'avaient crucifié se suicidèrent également. Tous les hommes qui avaient un jour accusé Dahlia de meurtre et de sorcellerie se pendirent. Le village entier se transforma en un grand cimetière, et il ne resta que les femmes, désolées et dévastées, errant dans les rues sans espoir et démentes. Le village fut vidé lorsque qu'une institution psychiatrique fut informée de l'état du village, et toutes les femmes furent admises à l'hôpital. Avec le temps, elles moururent toutes, sauf Madame Cooper. Madame Cooper, qui avait été l'infirmière locale à son époque, fut la première à parler de la malédiction. L'existence ou la présence de la malédiction de Dahlia demeure une grande énigme dans le village, mais les archives historiques suggèrent que quelque chose de paranormal s'y produisait. Je n'ai jamais fait de babysitting, à moins que vous comptiez les quelques fois où j'ai gardé mon petit frère. Mais j'ai une histoire de babysitter pour vous. Tout cela s'est passé quand j'avais environ 10 ou 11 ans, lors de ma dernière année d'école primaire. Je me souviens d'être très excité à l'idée d'aller à la grande école, comme disaient ma mère et mon père. Ils devaient assister à un événement de travail et avaient besoin d'une babysitter. Je me souviens bien qu'ils étaient inquiets car ils craignaient de ne pas pouvoir y aller faute de trouver quelqu'un pour me garder. Je ne voulais pas rester seul avec une étrangère, donc j'étais vraiment déçu quand ils ont dit qu'ils avaient enfin trouvé quelqu'un pour rester avec moi pendant quelques heures ce samedi soir. Mais quand la babysitter est arrivée, je me souviens avoir pensé que ça ne serait pas si mal. Elle était très jolie et semblait vraiment charmante. C'était une étudiante appelée Jeanne, si je me souviens bien. En quelques minutes, elle avait conquis mes parents. Et comme ils l'aimèrent bien, moi aussi. Elle m'a dit que nous allions avoir une petite soirée pyjama, que nous pourrions regarder mon film préféré, et mes parents ont rendu le tout encore mieux en disant qu'ils laisseraient de l'argent pour qu'on commande une pizza. Je commençais à m'exciter un peu en lui montrant la maison, et même l'idée me plaisait. Cependant, dès que mes parents sont partis et que Jeanne, appelons-la ainsi pour simplifier l'histoire, a commencé à commander la pizza, les choses ont commencé à devenir un peu étranges. Elle m'a demandé quel était mon ingrédient préféré, avec une voix qui n'était plus aussi joyeuse qu'avant. Quand je lui ai dit que mon préféré était le pepperoni, c'est toujours mon préféré, elle s'est contentée de rire et m'a dit qu'elle était végétarienne. J'ai essayé de lui dire qu'on pouvait commander 2 petites pizzas, mais elle m'a ignoré et a commandé une grande pizza végétarienne épicée. Je détestais le piment et je le déteste toujours. Je ne supporte pas les piments forts. Alors, la petite moi était complètement dévastée de se voir pratiquement exclue de la fête de la pizza que nous étions censés avoir. Et les choses n'ont fait qu'empirer. Un peu plus tard, j'ai entendu un bruit à la porte et j'ai pensé que c'était le livreur, mais ce n'était pas lui. Depuis le haut des escaliers, j'ai vu un garçon en tenue décontractée entrer dans notre couloir. J'étais confuse de ce qui se passait et où était la pizza, jusqu'à ce que je les voie s'embrasser, et j'ai compris que c'était évidemment son petit ami, ou quelque chose comme ça. Cela après que mes parents lui avaient clairement dit qu'elle ne devait recevoir aucune visite.
J'étais donc vraiment en colère à ce moment-là, furieuse. Je me suis glissée dans la cuisine pour essayer de trouver le téléphone fixe et appeler ma mère, mais il n'était pas sur le chargeur. J'ai cherché un moment et j'ai réalisé que la babysitter devait probablement l'avoir. Je suis allé dans le salon où ils étaient, j'ai ouvert la porte et j'ai eu une grosse frayeur en voyant ce qu'ils faisaient. Ils étaient sur le canapé, en train de faire des choses inappropriées. Jeanne a crié que je devais sortir et a claqué la porte. Je lui ai demandé le téléphone, mais elle ne m'a même pas répondu. Elle a juste fermé la porte avec rage et m'a crié de monter dans ma chambre et de me taire. Je lui ai dit que j'avais faim, mais encore une fois, elle ne m'a même pas répondu. Alors, je suis monté dans ma chambre et je me suis mise à pleurer. Il est important de rappeler que cela s'est passé au milieu des années 90, quand il n'y avait ni Internet, ni téléphones portables accessibles pour une famille comme la mienne. Si cela s'était passé aujourd'hui, il aurait été facile d'appeler mes parents ou même de prendre une photo du copain. Et le tour était joué. Mais je n'avais pas ces options. Et même si je les avais eues, cette fille était tellement rusée qu'elle aurait probablement trouvé un moyen de l'éviter. Mais ce n'était pas ce genre de maltraitance qui m'effrayait. Oui, c'était dérangeant. Mais un autre danger est devenu prioritaire quand j'ai réalisé qu'ils avaient enfermé le chien de la famille dans le salon avec eux. Je suis redescendu, affrontant mes peurs, avec l'espoir de sortir Luffy de la pièce. Luffy était un berger australien, un de ces chiens à poils longs qui semblent avoir des taches de peinture sur tout le corps. Je l'aimais tant, et je devais la sauver. J'ai frappé à la porte du salon, mais on m'a dit de partir. J'ai frappé à nouveau, disant à la nounou que c'était important, que Luffy devait sortir pour faire ses besoins. Encore une fois, on m'a crié de m'en aller. Mais je n'étais pas prête à laisser cela arriver à ma meilleure amie au monde, alors j'ai poussé la porte juste à temps pour voir le copain de la nounou faire quelque chose d'incroyablement cruel. En Angleterre, on joue au cricket, et les balles de cricket sont très dures, plus dures que les balles de baseball aux États-Unis. Luffy adorait sa balle de cricket, alors on jouait toujours avec celle-là. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu le copain de la nounou lancer la balle de cricket sur Luffy avec tant de force que lorsqu'elle l'a heurté à la patte arrière, elle a poussé un hurlement aigu. J'ai essayé de rentrer pour la conduire dans ma chambre et la garder en sécurité, mais le copain a été rapide. Il m'a poussé dans le couloir, a fermé la porte et j'en suis certaine, a mis quelque chose contre elle car je n'ai pas pu la rouvrir. Je suis monté dans ma chambre et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, ne me réveillant que pour entendre mes parents parler à la nounou à leur retour. Je n'ai pas fait de bruit, j'étais trop effrayé. Pour une raison quelconque, je pensais que le copain pourrait leur faire du mal. Je suppose que les enfants pensent comme ça, mais bien sûr, il n'était plus là. Il était parti avant l'arrivée de mes parents. Je pense que le véritable cauchemar a été que la nounou a inventé une histoire dans laquelle j'avais été méchante et m'étais très mal comportée toute la soirée, que j'avais été un monstre et leur avais rendu la vie impossible. Mes parents l'ont cru, du moins jusqu'à ce que mon père voie la grande marque sur la patte de Luffy. Quand il s'est rendu compte qu'au moins en partie, je disais la vérité, bon sang, vous auriez dû voir à quel point il était furieux. Je ne veux pas vous ennuyer avec les détails, mais disons que cette nounou et son copain ont fini par être arrêtés pour cruauté envers les animaux. Et je sais qu'il a été condamné à une amende. Alors, je suppose que c'était une petite consolation après une nuit horrible, mais faites attention à qui vous engagez pour garder vos enfants. Soy una mujer de 24 años, y esto ocurrió en mi... Je suis une femme de 24 ans, et cela s'est passé dans mon ancien travail. Ma mère a décidé que j'avais besoin d'un emploi qui ne soit pas stressant, qui ne gêne pas mes études et qui me garde hors des problèmes le week-end. Alors, j'ai choisi de faire du babysitting pour les voisins, mes cousins et d'autres familles de mon quartier. J'avais 17 ans. Je m'amusais beaucoup avec mes amis et c'était la façon la plus facile de gagner de l'argent. Voir le visage heureux des enfants quand ils me voyaient rendait le travail beaucoup plus agréable. Cependant, les derniers enfants que je gardais étaient étranges. Je les gardais 4 jours par semaine. Je les aidais avec leurs devoirs, je m'assurais qu'ils soient nourris et qu'ils soient couchés à 7 heures du soir. Tout allait bien pendant les premiers mois, mais j'ai commencé à sentir qu'ils imaginaient des choses, et c'est là que les choses ont commencé à devenir plus bizarres. Mélissa était l'aînée, elle avait 8 ans. Lucio était l'enfant du milieu, il avait 6 ans, et Andrés était le plus petit, il avait 3 ans. Je me souviens d'une nuit particulière où j'étais occupé avec mes devoirs.
Les enfants regardèrent la télé dans le salon pendant que j'étais à la table de la cuisine. Les mathématiques n'étaient pas mon fort, donc j'avais du mal à me concentrer. Être trop absorbé par autre chose pendant que je gardais des enfants n'était pas idéal. Un moment passa avant que je me rende compte que la maison était étrangement silencieuse. Je levai les yeux de la table et vis les enfants assis par terre dans la cuisine, me regardant avec leurs yeux doux. « Que faites-vous là ?»« Nous attendons pour rentrer à la maison, » sourit Mélissa. « Vous êtes déjà à la maison, ma petite. »« Non, nous habitons avec toi, » me dit-elle. « Je ne suis que la baby-sitter, ma chérie. Je vous garde quand maman et papa ont besoin d'une soirée pour eux seuls, » ris-je. « Mais Joshua a dit que tu étais notre maman, que tu nous avais donné ses nouveaux parents parce que tu devais le faire, » me dit-elle. « Qui est Joshua ?» lui demandai-je. « L'homme dans mon placard, » répondit-elle. « Depuis combien de temps cet homme est-il dans ton placard ?»« Je ne sais pas, » haussa-t-elle les épaules, « mais il dit que tu es jolie et gentille. »« Tu as beaucoup d'imagination, Mélissa. » Je ris. Un sentiment d'effroi m'envahit quand j'entendis le plancher grincer au-dessus de ma tête, comme si quelqu'un marchait. Les bruits de pas effrayèrent Lucio et Andrés, qui s'accrochèrent fermement à mes jambes, tandis que Mélissa regardait le plafond. « Joshua est là !» applaudit-elle. Je n'avais jamais sauté de ma chaise aussi rapidement. Je pris les enfants dans mes bras et les emmenai en courant jusqu'au porche. « Je veux que vous alliez chez Monsieur Hughes et demandiez de l'aide. »« Mais nous voulons rester ici avec toi, » protesta-t-elle. « Allez-y !» je la poussai. Il ne comprenait pas très bien pourquoi j'étais si frénétique, mais Mélissa acquiesça avant de prendre la main de ses frères. Je les vis courir hors du porche et traverser le jardin avant de rentrer dans la maison pour faire face à ce qui se trouvait dans la chambre de la petite. Je pris un couteau dans l'évier de la cuisine, montai lentement les escaliers et restai devant la chambre de Mélissa. Je collai doucement mon oreille à la porte. Des bruits étouffés atteignirent mes oreilles, ce qui me fit ouvrir la porte en grand. La fenêtre de Mélissa était ouverte. La brise fraîche entrant dans la chambre déclencha une alarme dans mon esprit. Je savais avec certitude que la fenêtre était fermée avant que je ne mette les enfants devant la télévision. Les tiroirs de la commode étaient ouverts, des vêtements éparpillés sur le sol et des jouets jetés sur le lit. C'est à ce moment-là, alors que je tendais la main vers l'interrupteur, que je me suis demandé pourquoi je n'avais pas appelé la police. Je suppose que c'était juste un instinct de protection pour les enfants. J'ai allumé la lumière et j'ai vu l'homme assis dans le placard, le dos contre le mur, sa ceinture débouclée et un sourire édenté. « Tu es encore plus jolie en personne », haleta-t-il. Ma poitrine s'est serrée. J'avais du mal à respirer, mais le son des sirènes m'a apporté du soulagement. L'homme s'est levé du sol, m'a poussé contre le mur et s'est enfui de la chambre. Je me suis laissé tomber par terre et j'ai laissé couler les larmes. Les enfants sont arrivés chez Monsieur Hughes et ont frappé à la porte jusqu'à ce qu'il leur ouvre. Il s'est alarmé en voyant la lumière de la chambre illuminant le jardin arrière, alors il a appelé le 911. Madame Hughes est restée dans la salle à manger avec Mélissa, Lucio et André jusqu'à l'arrivée de la police. Il semble que l'homme caché dans le placard vivait là depuis quelques semaines. Il avait une quarantaine d'années, était drogué à quelque chose et était un vagabond. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé ensuite, mais cela a mis fin définitivement à ma carrière de baby-sitter. Mon conseil à ceux qui voudraient travailler comme baby-sitter à l'avenir, s'il vous plaît, vérifiez bien la maison avant de vous sentir trop à l'aise. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Récemment, j'ai commencé à travailler comme nounou en tant qu'emploi secondaire, car j'économisais pour acheter un nouvel appareil photo. Ma mère en a parlé à l'une de ses amies et elles ont décidé de me recruter pour un week-end. Ils partaient à un mariage en dehors de la ville, donc je devais garder leur fils du vendredi au dimanche. Quand je suis arrivé à la maison, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que cela ressemblait à une maison de banlieue ordinaire. J'étais surprise, car on me payait beaucoup pour m'occuper de lui seulement pour un week-end. La mère du garçon a ouvert la porte et m'a accueilli. Elle semblait être une femme charmante. D'une certaine manière, les rides autour de ses yeux lui donnaient un air très aimable, et elle n'avait aucun cheveu blanc en vue. Après avoir discuté un peu, elle m'a emmené à l'étage pour me présenter l'enfant que j'allais garder. Quand j'ai rencontré Nathan, il semblait être un enfant tout à fait normal. Sa maman m'a dit qu'il n'avait pas d'allergie particulière ni rien et que je devais juste m'assurer qu'il soit en sécurité et qu'il mange 3 fois par jour, ce qui n'était pas un problème pour moi.
Après que sa maman soit partie, Nathan m'a supplié de jouer à cache-cache. Bien que sa maison ne soit pas aussi grande que je l'imaginais, j'avais quand même remarqué quelques bons endroits pour se cacher en arrivant. Dès que j'ai accepté, il a commencé à compter depuis 20. J'ai rapidement descendu les escaliers et je me suis dirigé vers la chambre d'amis où j'allais dormir cette nuit-là. La porte était déjà ouverte, alors je me suis caché derrière. J'admets que ce n'était pas la meilleure cachette, mais Nathan n'avait que 5 ans, donc je ne voulais pas me cacher dans un endroit où il mettrait trop de temps à me trouver. Quand il a fini de compter, j'ai entendu ses petits pas au rez-de-chaussée. Je me suis couvert la bouche pour étouffer ma respiration quand il a commencé à s'approcher de la chambre d'amis. Il est entré, mais ne m'a pas trouvé immédiatement. À la place, il s'est dirigé vers l'armoire. À ce moment-là, il ne me regardait pas, alors j'ai passé la tête derrière la porte pour voir ce qu'il faisait. Nathan a ouvert l'armoire et est resté à regarder à l'intérieur pendant un moment. Ensuite, il a commencé à parler, et ce n'était pas comme s'il m'appelait pour que je sorte. Cela ressemblait plutôt à une vraie conversation avec quelqu'un là-dedans. J'ai envisagé la possibilité qu'il y ait un intrus, mais je n'ai jamais entendu personne lui répondre. Pour être sûr, je suis sorti de ma cachette et l'ai surpris. Nathan a ri, puis je l'ai discrètement sorti de la chambre et j'ai fermé la porte derrière nous. Je lui ai dit que nous devrions nous reposer un peu et j'ai mis un programme pour enfants à la télé pendant que je me dirigeais vers le téléphone de la maison pour appeler sa maman. Je lui ai expliqué la situation, mais elle l'a simplement écarté. « Oh ma chérie, ne t'inquiète pas. Nathan a juste une amie imaginaire nommée Madeleine. Il interagit rarement avec d'autres enfants car il fait l'école à la maison, donc c'est tout à fait normal. » Nous avons ri toutes les deux et ensuite j'ai raccroché. Quand j'ai regardé à nouveau vers le salon, Nathan n'était plus là. J'ai souri pour moi-même. Il pensait probablement que nous jouions encore à cache-cache, alors j'ai commencé à le chercher partout dans la maison. J'ai remarqué que la porte de la chambre d'amis était de nouveau ouverte, alors je l'ai poussée lentement pour essayer de l'effrayer en criant « Bouh !» Pas de réponse. J'étais sur le point d'entrer dans la pièce pour le chercher, mais une voix derrière moi m'a fait sursauter. « Je suis là !» Nathan riait. « J'étais en haut, tu ne m'as pas entendu ? J'ai couru à l'étage juste après que tu sois parti. Au début, j'ai ri avec lui. Mais peu à peu, ce rire s'est évanoui quand je me suis rendu compte de quelque chose. S'il était en haut, alors, qui avait ouvert la porte de la chambre d'amis ? Je l'ai ignoré, j'avais probablement laissé la porte ouverte en sortant. Ensuite, nous avons joué avec quelques-uns de ses jouets pendant un moment, puis je l'ai bordé dans son lit. J'ai mis un film dans le salon et me suis assise avant d'aller me coucher moi-même. Mais je n'arrivais pas à me concentrer, quelque chose me perturbait. J'ai pris la télécommande et baissé le volume de la télévision. Cela ressemblait au rire d'un enfant. Je suis monté et j'ai collé mon oreille contre la porte de la chambre de Nathan. Il semblait qu'il parlait encore avec quelqu'un. Me rappelant ce que sa mère m'avait dit, j'ai supposé que c'était probablement Madeleine. J'ai frappé doucement à la porte et lui ai demandé si je pouvais entrer. Il a ouvert et bien sûr, il n'y avait personne. Je lui ai dit de retourner au lit, mais il a agrippé le bas de mon t-shirt et m'a supplié de jouer encore une partie de cache-cache. J'ai pensé, une partie de plus ne peut pas faire de mal. J'ai accepté et il a commencé à compter à nouveau. J'ai fait un peu de bruit pour qu'il pense que je descendais les escaliers, puis j'ai marché sur la pointe des pieds et me suis glissé dans son placard. Une fois la porte fermée, j'ai ressenti une petite peur, car il faisait complètement noir là-dedans. Une faible lumière entrait par la fente de la porte, mais je pouvais à peine voir. Après avoir compté jusqu'à 20, je l'ai entendu crier « Prêt ou pas, j'arrive !» C'est alors que j'ai senti une main froide avec des ongles pointus sur mon épaule. J'étais paralysé. La main a écarté mes cheveux et a murmuré « Puis-je jouer ?» C'est alors que j'ai compris que Madeleine n'était pas imaginaire. La voix murmurante derrière moi m'a laissé figé. Mon cœur battait à tout rompre alors que je sentais le froid sur mon épaule et le toucher de ses ongles pointus. En me tournant lentement, mes yeux essayaient de s'adapter à l'obscurité. Là, à peine visible dans les ombres du placard, se tenait une silhouette. C'était un homme, et en le voyant, je compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas le copain imaginaire de Nathan ou quoi que ce soit de ce genre. Essayant de maîtriser ma panique, j'ai murmuré « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» La silhouette ne répondit pas immédiatement, se contentant de sourire dans la pénombre, un sourire qui m'emplit de terreur. Puis, d'une voix calme, presque amicale, l'homme murmura « Je t'ai fait peur ? Je voulais juste jouer à cache-cache. » À cet instant, je me rendis compte que cet homme n'était pas censé être là.
Je me rappelais le ton de voix que Nathan avait utilisé plus tôt, comme s'il avait parlé à quelqu'un dans le placard. Cet homme n'était pas juste un inconnu, c'était quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, avait réussi à entrer dans la maison sans que je m'en aperçoive. J'ignorais depuis combien de temps il se cachait dans cette maison ni pourquoi il était là, mais je savais que je devais garder mon calme et l'amener à quitter la maison sans alerter Nathan. J'ai pris une profonde inspiration et avec la voix la plus ferme possible, je lui ai dit « Sors d'ici, j'appelle la police ». L'homme leva les mains, comme pour m'apaiser. « Pas la peine de faire ça », dit-il avec une tranquillité glaçante. « Je suis juste là pour voir Nathan. Il me connaît, n'est-ce pas, Nathan ?» C'est alors que Nathan apparut à la porte, un sourire innocent sur le visage, et hocha la tête. Je le regardais, déconcerté. « Nathan, qui est cet homme ?» demandai-je, essayant de garder ma voix calme. Nathan regarda l'homme, puis moi, et répondit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « C'est Killer, mon ami. Parfois, il reste dans le placard pour jouer avec moi. Ne le dis pas à maman, parce qu'elle se fâche. » Je sentis un frisson me parcourir. Comment était-il possible que cet homme soit là, caché dans le placard d'un enfant? Il était clair que Nathan ne comprenait pas la situation et pensait que tout faisait partie d'un jeu. Je me baissai pour être à la hauteur de Nathan et lui dis doucement « Nathan, j'ai besoin que tu ailles dans ta chambre et que tu fermes la porte, d'accord? Cet homme doit partir maintenant. » Il hocha la tête, bien qu'il semblât confus, et quitta la pièce. Dès qu'il fut parti, je regardai l'homme et parlais d'une voix ferme. « Je ne sais pas qui vous êtes, ni comment vous êtes entré ici, mais je veux que vous partiez immédiatement. » L'homme esquissa un sourire et, sans un mot, sortit du placard et marcha lentement vers la porte de la chambre. Un instant, je pensais qu'il allait partir, mais il s'arrêta au seuil et me regarda avec une expression calculatrice. « Je ne faisais que jouer avec l'enfant. Il n'y a pas de raison d'en faire tout un drame, » dit-il, puis il sortit lentement, sans se presser, en direction de la sortie. J'entendis la porte d'entrée se fermer derrière lui. Et alors, mes jambes se mirent à trembler. Je courus verrouiller toutes les portes de la maison puis pris le téléphone pour appeler les parents de Nathan. Je leur racontai ce qui s'était passé, essayant de rester calme, mais ils remarquèrent mon nervosisme. Sa mère fut horrifiée et me dit qu'ils allaient appeler immédiatement la police. Peu après, les parents de Nathan arrivèrent à la maison avec la police. Ils fouillèrent chaque recoin pour s'assurer que l'homme n'était plus là, et effectivement, ils ne le trouvèrent pas. Au cours de l'enquête, la police découvrit que l'homme était un sans-abri du quartier qui, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé un accès à la maison et s'était caché dans le placard de la chambre de Nathan pour passer les nuits. Il s'était servi de l'innocence de Nathan pour lui faire croire qu'il était son ami, veillant à ce que l'enfant ne parle de lui à personne. Cet incident m'a profondément marqué. Je n'aurais jamais pensé qu'une chose pareille puisse arriver en gardant un enfant dans un quartier tranquille et dans une maison apparemment sûre. Après cela, j'ai décidé de quitter le travail de nounou pour un moment. Bien que Nathan semble ne pas comprendre la gravité de ce qui s'était passé, ses parents étaient dévastés et reconnaissants que, heureusement, rien de pire ne soit arrivé. Cet épisode m'a appris que, même lorsque l'on pense être en sécurité, on ne peut jamais être trop vigilant.